on n'imaginait pas le retour du terrorisme. C'est tellement triste, en pleine euphorie démocratique dans le nord d'Afrique, dans le monde arabe, cet attentat vient pour gâcher la fête. Est-ce vrai que ce sont ces gens graciés ou d'autres? Pour le moment, on parle des pistes salafia, djihadiyya, des gens qui ont frappé déjà au Maroc en 2010 comme en 2003. On peut supposer qu'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique pourrait être derrière ça. Il y aura d'autres parrains du terrorisme. Mais pour le moment, c'est les styles. Les styles kamikaze, s'il se confirme, c'est un style djihadiste, un style dangereux et c'est une nouveauté. Il y aura des filières marocaines qui partaient vers l'Irak, vers l'Afghanistan. Est-ce que c'est le retour d'une de ces filières? Donc, pour le moment, on est en pleine interrogation. Mais ce qui est fort, c'est cet acte odieux, lâche, qui a fait perdre apparemment la vie à 6 Français parmi les victimes, nous incite à plus de résistance contre ce terrorisme et contre tout ce qui les parraine. Donc le lieu était très touristique, le lieu visé évidemment en place Jemaa el-Fna. On peut s'interroger, est-ce que c'est un attentat dirigé contre le Maroc ou contre l'Occident, contre l'Europe? Contre les deux en même temps. Le Maroc représente quand même les pays les plus proches de l'Europe. Le Maroc, c'est un pays ouvert. Malgré tout, le roi il a donné des promesses de réforme. C'est un pays réformable, contrairement à d'autres pays. Mais c'est un attentat anti-occidental, comme il y a peut-être des gens qui veulent donner un message à l'Occident qu'il ne faut pas soutenir les aspirations du peuple arabe. Ces gens sont des terroristes, ils ne méritent pas tous ces soutiens. C'est une interprétation, mais quoi qu'il en soit, c'est un acte qui s'inscrit dans la durée. Le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est de longue haleine. Et il faut persister et seulement la coopération internationale pour remettre terme à ces fléaux. Est-ce que vous pensez que cette action sanglante peut freiner la timide évolution promise par Mohamed VI? Au contraire, à mon avis, pour casser l'élan du radicalisme et du terrorisme, il faut faire plus d'ouverture, mais plus de fermeté contre les terroristes et les gens qui ne veulent pas jouer le jeu démocratique. En tous les cas, le roi a réagi assez rapidement. Mohamed VI demande une enquête transparente pour que soit dévoilée la vérité. Ce sont ses termes. Il insiste beaucoup sur ce point, peut-être pour, je ne sais pas, dédouaner par avance l'hypothèse d'une action de service secret. Écoutez, dans ces milieux, c'est vrai, lorsque je parlais des parrains du terrorisme, on a les bénéfices du doute avant que les choses soient bien éclaircies. Mais c'est vrai, un acte de cette taille nous donne l'impression que c'est un acte anti-occidental pour des visées qui dépassent le Maroc. Merci beaucoup pour ces réactions d'abord, votre émotion et puis ces explications au Qatar à Boudiab. Merci. En Libye, de violents combats aujourd'hui se sont déroulés des deux côtés de la frontière avec la Tunisie. Insurgés et forces loyalistes à Kadhafi, en effet, se trouvent de part et d'autre du poste frontière de Deiba. Et puis en Syrie, aujourd'hui, des centaines d'habitants ont fui à pied leur pays pour le Liban voisin. De nouveaux témoignages font état de la répression sanglante, mais l'opposition appelle à nouveau à des manifestations demain dans tout le pays, en Syrie, donc, alors que la Russie a dit aujourd'hui niet à l'Occident pour la Syrie après l'expérience libyenne, comme il est dit à Moscou. Les grands groupes industriels parviennent à payer moins d'impôts que les PME, une anomalie dénoncée par le Parti socialiste qui a pris aujourd'hui comme exemple Total 10 milliards d'euros de bénéfices, zéro impôt sur les sociétés. Mais la proposition de loi socialiste visant à supprimer les niches permettant cette optimisation fiscale des grandes entreprises a été rejetée. Bérangère Dinglat. Total, c'est 10 milliards d'euros de bénéfices et pas un euro d'impôt sur les sociétés versées en France. Une situation rendue possible grâce aux niches fiscales. Aujourd'hui, les petites entreprises subissent un taux d'imposition de 20% contre seulement 8% pour les géants du CAC 40. Une inégalité qui fait bondir les socialistes à un moment où le PS peaufine son programme fiscal. Au Sénat, François Rebsamen est à la manœuvre. Il veut que toutes les sociétés payent 16%. Grâce au bénéfice mondial consolidé que nous voulions faire disparaître, que nous voulons faire disparaître, Total peut, suivant les années, diminuer ses bénéfices réalisés en France des déficits faits à l'étranger. Mais ce ne sont jamais les mêmes filiales. Si encore il y avait une liste des filiales qui était, suivant les années, toujours la même, or il joue sur les filiales.
Et donc, ils payent des impôts à l'étranger, ils n'en payent pas en France, ils font des bénéfices en France. À droite, les sénateurs UMP rappellent que Total paye néanmoins 800 millions d'euros d'impôts en France du fait de son implantation sur le territoire. Pour Philippe Dominati, taxer plus les entreprises françaises les mettrait en danger face à la concurrence internationale. À partir du moment où le taux d'impôt sur les sociétés en France est manifestement plus élevé qu'en Allemagne, plus élevé qu'en Angleterre, on peut les imposer plus, nos produits seront moins compétitifs et se vendront moins à l'étranger et nous aurons plus de difficultés à maintenir l'emploi. On peut tout faire. Mais en réalité, nous sommes dans une société où l'imposition comme seule solution, plus il y aura d'imposition, moins il y aura de croissance. C'est un choix. Malgré un accord sur la nécessité de remettre à plat la fiscalité des entreprises, la proposition de loi n'a pas été votée, mais elle figurera bien dans le programme socialiste pour 2012. Et cette question fiscale avait été largement abordée hier soir par François Hollande lors de son meeting de Clichy, alors que son grand rival Dominique Strauss-Kahn, de passage à Paris, est lui contraint au silence. Mounir Soussi. Pendant que Dominique Strauss-Kahn reste invisible, François Hollande occupe l'espace. Hier soir à Clichy-la-Garenne, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste affichait ouvertement ses ambitions présidentielles. Devant 900 personnes, il a présenté son rêve pour la France. Après Tulle et sa déclaration de candidature aux primaires, François Hollande entre de plein pied dans la campagne et espère bien consolider les bons chiffres que lui attribuent les sondages. L'ancien premier secrétaire du PS est parti vite et tôt, trop tôt pour les proches de Dominique Strauss-Kahn. Le président du FMI, toujours en tête dans les enquêtes d'opinion, reste lui tenu au devoir de réserve et donc au silence. Ce sont ses fidèles qui sonnent la charge en accusant François Hollande de diviser le parti. Mais dans les rangs des soutiens de DSK, certains cherchent à tout prix à éviter le choc frontal. Je trouve que François a tiré un peu vite, mais c'est son choix, je ne vais pas l'accabler. Je trouve pas d'ailleurs très efficace des déclarations de certains supports de Dominique. C'était pas nécessaire, ça n'apporte rien. Un premier avertissement qui vise à éviter que le débat soit pollué comme en 2007 par les querelles de personnes. La primaire ne démarre officiellement que fin juin avec le dépôt des candidatures. La désignation du candidat aura lieu les 8 et 16 octobre prochains. Et François Hollande qui, contrairement à Martine Aubry, semble-t-il, n'a pas eu de rendez-vous avec Dominique Strauss-Kahn, donc de passage à Paris. François Hollande a néanmoins croisé dans son département aujourd'hui un candidat plus que probable, Nicolas Sarkozy, qui était donc en Corrèze pour parler de la filière bois. Bernadette Chirac accompagnait le chef de l'État dans ce déplacement forestier. Vous avez trouvé des cèpes, a demandé François Hollande. Vous croyez que j'ai emmené Bernadette aux champignons, lui a répondu du tac au tac le chef de l'État, qui a annoncé par ailleurs qu'il se rendra la semaine prochaine dans une centrale nucléaire. Le besoin énergétique est fantastique dans notre pays. J'aurai l'occasion la semaine prochaine d'aller dans une centrale nucléaire pour confirmer le choix de l'engagement dans l'énergie nucléaire. Je veux dire la perte de sang-froid d'un certain nombre de ceux qui devraient, au contraire, regarder l'avenir et non pas regarder la dernière émotion, est extravagante. Et quel que soit l'enjeu de la pérennité de notre investissement nucléaire, qui avait été décidé à l'époque par le général de Gaulle et confirmé par tous les présidents de la République depuis, nous avons pris des engagements avec la ministre de l'Environnement de monter en 2020 à 23% d'énergie renouvelable. Et le bois, c'est de l'énergie renouvelable. Voilà, Nicolas Sarkozy à Égletons, où il ne fut donc pas uniquement question de la filière bois. Le dossier du 19h, 2 antidiabétiques accusés d'être cancérigènes est toujours délivré à quelques 200 000 personnes en France. Avec nous, le docteur Irène Frachon, qui a révélé l'affaire du Mediator. Alors sommes-nous face à une affaire similaire? L'enquête d'Alexandra Collineau. Lactose et le Compétact, 2 antidiabétiques, ne devraient plus être en vente, selon la commission de pharmacovigilance, car ils sont à l'origine de cancers de la vessie. Pourtant, la commission d'autorisation de mise sur le marché refuse de les interdire, préférant attendre les résultats d'une étude européenne. Sur les vidéos de cette commission diffusées sur le site de l'Agence française de sécurité sanitaire, les tensions entre les experts sont palpables. Il y a des preuves pharmacologiques, il y a des preuves qui s'accumulent, il y a suffisamment, et je n'ai pas entendu en termes de bénéfices, d'arguments suffisants
pour qu'on ne prenne pas une position aujourd'hui. L'actos et le Compétact font partie de la liste des 77 médicaments sous surveillance, publiée fin janvier. Mais le marché mondial des antidiabétiques pèse près de 40 milliards de dollars et devrait doubler d'ici 10 ans. Il existe une vingtaine d'antidiabétiques en France, alors la guerre des laboratoires pèserait-elle dans la décision des commissions ? Y a-t-il une pression des laboratoires? Non, il n'y a évidemment pas de pression des laboratoires. On ne peut pas soupçonner les industriels de n'en faire qu'à leur tête ou qu'à fonction de leur seul intérêt économique. Le Mediator, plus jamais, avait promis l'AFSAPS. Le sort de l'Actos et du Compétact sera scellé d'ici le mois de juin, quand l'Agence européenne du médicament rendra les résultats de son étude. Avec nous, donc, le docteur Irène Frachon, bonsoir. Merci d'être là. Est-ce que l'histoire se répète ? Je ne crois pas. Alors, pour que les choses soient très claires, je ne suis pas une spécialiste de lactose. Par contre, j'ai un petit peu, effectivement, entendu et suivi ce qui se passait. En fait, je pense que là, on assiste effectivement à une transformation de la communication de l'AFSAPS qui se fait un petit peu dans la douleur, certainement, avec aussi probablement un peu d'émotion et des choses qui ne sont pas tout à fait réglées depuis l'affaire du Mediator. Entre les experts, il y a certainement pas mal de choses qui se passent, mais toujours est-il que moi, ce que j'ai vu dans cette affaire de lactose, c'est une transparence des débats, puisqu'ils ont été filmés, ce qu'on n'avait jamais vu, et puis très rapidement aussi une information vers les prescripteurs des motifs d'inquiétude de l'AFSAPS. Alors après, moi, j'ai du mal à aller plus loin, sauf que je vois que les décisions, en fait, sont une affaire de semaines, parce que je crois avoir compris qu'il y avait une étude avec la Caisse nationale d'assurance maladie dont les données vont être disponibles très rapidement, au mois de mai. Et je crois que simplement, à l'issue de cette donnée manquante, les décisions devraient être prises. D'accord, mais c'est très difficile, c'est si difficile que cela de prendre ce genre de décision. Le retrait du médicament. Oui, alors, quand on voit les débats, on se rend compte qu'il y a des avis très tranchés entre les experts. Donc, le bénéfice et le risque, c'est toujours d'évaluation difficile. J'ai cru comprendre effectivement qu'il y avait des inquiétudes sérieuses concernant lactose et que des décisions allaient être prochainement prises. Et dans le cadre d'un débat là, qui m'apparaît enfin plus transparent, et avec notamment, par exemple, une alerte qui n'avait pas existé, que j'avais beaucoup regretté au moment de l'affaire du Mediator. Donc, moi, je vois plutôt une évolution là de l'AFSAPS. Une évolution favorable. Mais alors, Le Figaro, qui a révélé cette affaire ce matin, disait que les experts qui refusent l'interdiction de ce médicament sont les mêmes qui ont fait de la résistance en faveur du Mediator. On est troublé quand même. Oui, c'est troublant, mais on sent bien que là, il y a un vrai débat qui s'installe au sein de l'AFSAPS sur une certaine conception du risque et de la sécurité du médicament. Et je pense que ça n'est que le début de ces débats de fond qu'a soulevé l'affaire du Mediator. Alors, docteur Frachon nous a rejoint pendant que vous parliez, Catherine Requignaud, bonsoir, de l'AFSAPS. Merci d'arriver enfin parmi nous. En courant, c'est bien, vous êtes là. Oui. Alors, on écoute le docteur qui a mis au jour le scandale du Mediator et qui nous dit que finalement, vous êtes victime d'une certaine manière d'une transparence mal maîtrisée. Alors on va tout vous reprocher, une chose et son contraire. D'une transparence mal maîtrisée, je crois que je rebondis. En tout cas, la mise en route d'une transparence et d'une information et puis aussi des conséquences de l'affaire du Mediator, qui rend une hypersensibilité à. Je crois que vous avez tout à fait raison, et je crois que c'est la volonté. Je rebondirai sur ce que vous avez dit, Madame Frachon, la volonté de la direction, de la nouvelle direction de l'AFSAPS, c'est en effet au mieux et au plus vite. C'est vrai que l'affaire Mediator, vous êtes concerné, vous l'avez mis en effet en exergue. Moi-même, j'ai travaillé sur ce produit sur le versant efficacité. Nous en tirons bien sûr des conséquences et je crois que la communication autour de l'évaluation de quelques molécules que ce soit, et là il se trouve que c'est en effet une molécule dans le diabète également de type 2. C'est vrai qu'il est de notre rôle, on va dire de devoir pour vous, pour les citoyens, de communiquer autour de ce que nous avons comme données à notre disposition à un moment donné en termes de bénéfices et de risques. Quand on voit les débats à l'AFSAPS, on se dit il faut l'interdire. Plus personne ne va prendre ce médicament désormais. Alors, les débats ont été... on peut les suivre sur Internet.
Oui, oui, tout à fait. Vous avez eu je ne les ai pas vus. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de les visionner. On en a beaucoup parlé. Oui. Donc, je crois que les débats ont été, d'ailleurs, de l'avis également des diabétologues, des experts qui eux-mêmes ont participé à l'évaluation des risques, ont été riches, ont été aussi complets que possible, aussi collégiaux. Mais très tendus quand même. Ils ont été très tendus, ces échanges. Ils ont été tendus, je dirais, ils ont été dans... chaque acteur a été dans son rôle, en fait. Les vigilants ont alerté sur, bien sûr, ce qu'ils observaient sur le terrain au niveau de la France, c'est-à-dire des cas de cancer de la vessie. C'est un signal que nous connaissions, mais pas nous, la France, puisque c'est un dossier, je vous le rappelle, qu'il y a une AMM obtenue en procédure centralisée, donc qui est activement suivi au niveau européen. C'est l'Irlande et le Portugal qui sont les pays rapporteurs. Donc ce signal est connu, comme l'histoire de la vie de cette molécule, elle est tout à fait connue. Est-ce que le principe de précaution n'oblige pas à cesser immédiatement la diffusion de ces deux médicaments? Oui ou non? Qu'est-ce que vous répondez? Qui veut répondre, je ne sais pas, mais je pense que vous avez tout à l'heure en effet émis cette hypothèse que c'est vrai que l'affaire du Mediator exacerbe également l'acuité, mais l'acuité je dirais dans le bon sens, c'est dans le bon sens que je dis ces mots-là, des praticiens, du public, de vous également sur l'information et le bénéfice-risque des médicaments, de leur évaluation par l'agence française de sécurité sanitaire. Alors moi je vais répondre un petit peu différemment, je ne connais pas suffisamment, donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Par contre, ce que je comprends derrière tout ça aussi, c'est que je crois que la parole de certains acteurs de la vigilance au sein de l'AFSAPS n'a pas été suffisamment entendue au moment du Mediator, et on a probablement le sentiment, même, là, aujourd'hui, voilà, alors. et qu'à nouveau, non, mais c'est-à-dire qu'à nouveau la parole de certains vigilants là a du mal à émerger. Enfin, elle émerge. Je crois que elle émerge. Oui, elle émerge dans la douleur quand même un peu. Peut-être. Ce sont je respecte vos propos. Elle émerge et cette parole, là, je vous l'assure, puisque j'étais moi-même, je suis concernée par ce dossier, pas sur le point de vue pharmacovigilance, mais point de vue efficacité, puisque nous le suivons au sein de l'unité dont j'ai la charge. Elle a été écoutée, entendue, même si elle ne débouche pas sur la décision qu'il voudrait à un moment donné. Nous devons la considérer, et c'est toute la problématique de ce dossier-là, dans une perspective qui accumule un certain nombre de faits. Elle est très courte, cette perspective. La décision, elle est attendue dès que les conclusions de la CNAM sont connues, courant mai, finalement. Hein. Rappelez-vous, et pour vous situer, si vous voulez, cette intervention, comme vous dites, des experts français, qui sont les mêmes, en effet, et que nous respectons, parce que ce sont des grands professionnels, en tout cas de leur secteur sur la pharmacovigilance, elle arrive à un moment donné où la France elle-même avait écouté leur signal, puisque eux-mêmes ont mis en exergue des cas en France, on a de nouveaux cas, et la France a été moteur pour demander une étude à la CNAM pour apprécier ce risque pour lequel nous ne pouvons pas ni infirmer ni affirmer qu'il existe à ce jour une relation. Alors j'aimerais quand même vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut évoquer, soupçonner dans cette affaire-là des conflits d'intérêts, alors que le laboratoire incriminé, c'est Takeda, c'est un japonais qui n'a peut-être pas les mêmes influences que M. Servier? Écoutez, je crois que les firmes ne sont pas philanthropiques, chacun joue son rôle, et dans son rôle, nous n'avons aucune influence, en tout cas au niveau, nous, de l'agence française. Le dossier, pour me rendre aussi à Londres tous les mois, est suivi activement et a été porté par les collègues de la pharmacovigilance, qui ont dit merci, mais que vous connaissez, Madame Casteau, depuis même le début de cette année, et Madame Crève-Jaïs, et nous sommes très moteurs, donc l'influence, non. Je crois que nous faisons notre rôle en tant que la police sanitaire, et les bénéfices et les risques sont évalués à leur juste valeur de preuve. Et c'est cela qu'il va falloir finaliser, bien sûr, au plus vite, avec les nouvelles données que la France a demandées. Merci à toutes les deux. Madame. Ce que j'ai entendu, moi, des dirigeants actuels de l'AFSAPS, c'est qu'il y avait une alerte et une décision très rapide à suivre. Voilà. Oui. On retient que vous estimez que ça va dans le bon sens, et votre parole est d'or, docteur, sur cette question. Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça bouge et ça évolue. Ça bouge et ça bouge dans le sens que vous le souhaitez, et que ces confrères dont vous avez parlé, qui étaient aussi à l'origine de l'affaire Mediator, demandent. Et nous mettons tout pour qu'en effet cette conclusion arrive dès le mois de juin. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Allez, dernière page du 19h. Déclinologue contre franco-optimiste. Pessimiste et optimiste s'affrontent sur l'avenir français, que cette semaine encore, d'ailleurs, The Economist voit en rose de son côté. Éric Dupin va nous rejoindre pour arbitrer ce débat que nous présente Nathalie Guillouard.
C'est un vent d'air frais qui vient d'outre-Manche. Le magazine Vie économiste pointe du doigt la propension bien française à se complaire dans la morosité. Une idée de déclin relayée ces derniers temps par nombre d'auteurs. Les déclinologues, comme on les appelle, ont un chef de file, l'historien Nicolas Bavrez. Mais trop, c'est trop, affirme l'hebdomadaire britannique. La France, lit-on, est un pays où la productivité horaire est supérieure à celle de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. La France est également le 3e destinataire dans le monde des investissements directs étrangers. Bref, des raisons bien objectives qui prouveraient que la France attire encore et qui prennent le contre-pied d'un discours ambiant. Vie économiste ne prêche pas dans le désert, même sur le continent, des voix relaient désormais des discours identiques. C'est le cas des économistes Michel Godet ou Jean-Hervé Lorenzi. Cette fois, c'est sûr, le combat des pessimistes contre les optimistes est bel et bien commencé. Avec nous donc Éric Dupin qui publie Voyage en France, de longs mois à travers le pays, ses plus belles régions souvent. Votre diagnostic, c'est que les Français souffrent d'une fatigue de la modernité. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, au fond, vous, sur la France? Les dieux, ou les dieux, mon général. Que Dieu soit avec nous. Non, parce que je suis parti dans ce voyage sans idée préconçue, donc je ne voulais pas brosser un portrait ni négatif ni positif du pays. Et j'ai vu en effet à la fois des Français qui souffrent. Il y a des régions où c'est pas facile. Je commence par la Haute-Marne, où il y a la dépopulation, la désindustrialisation, et en même temps d'autres régions où des Français innovent des manières de vivre des manières de vivre différentes. Il y a une sorte d'exode urbain. Oui. On a parlé d'exode rural à une certaine époque. Et donc il y a beaucoup de Français, étonnamment, qui quittent, étonnamment, pas forcément. En fait, qui optent pour une forme de décroissance un peu, hein. Pas forcément, là c'est un peu extrémiste, mais enfin en tout cas qui quittent les métropoles et qui vivent, ils font soit une petite entreprise agricole, industrielle, artisanale, artistique, et ils se sentent plutôt bien. Oui, ils vous ont séduit ceux-là, vous avez presque envie de les imiter, hein. Non, mais vous savez, faire du journalisme de façon un peu locale, c'est pas forcément très très facile. Oui. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, donc j'ai rencontré à la fois des Français dans des situations difficiles et puis d'autres qui sont très optimistes. Donc entre les déclinistes et les antidéclinistes, c'est pas que je ne tranche pas. Je pense que les deux ont raison d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui souffre, qui a par exemple des difficultés énorme de confiance par rapport aux institutions, aux élites, qu'elles soient politiques, économiques et même médiatiques, et en même temps un pays où, bon an, mal an, les gens arrivent à s'en sortir. Oui, c'est ça. Il y a un décalage qui est d'ailleurs attesté par les sondages. Les Français sont collectivement pessimistes, mais individuellement plutôt optimistes pour leur sort, hein. Voilà, donc on est dans un pays râleur, mais de râleurs qui ne doivent pas être pris forcément au premier degré. Enfin. Quand même, je reviens à votre diagnostic final à l'issue de votre voyage. Éric Dupin, vous parlez d'une fatigue de la modernité, mais The Economist cette semaine, qui a enquêté sur le mal français, dit que la France a tort d'être morose, car elle est au cœur de la mondialisation avec, on l'a rappelé, des investissements étrangers incroyables. Nous sommes le 3e pays dans le monde à les attirer. Oui, c'est formidable. D'ailleurs, les entreprises du CAC 40 se portent très bien, mais aussi en ayant beaucoup de part de leur activité à l'étranger. Là, je suis pour le coup en désaccord avec The Economist, qui est un journal de qualité, parce que moi, là, j'ai fait une enquête au plus près du terrain, chez les gens. Peut-être pas ce que font les journalistes de The Economist. Non, ils parlent plutôt des entrepreneurs du numérique. Hein, voilà. Et de ce point de vue-là, non, je pense qu'il y a un phénomène, alors en France, mais peut-être pas uniquement, ce que j'appelle la fatigue de la modernité, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est peut-être très efficace, très moderne, mais qui en même temps fait souffrir beaucoup de gens, avec par exemple des règles du jeu qui ne sont pas stables. Les gens ne savent pas de quoi demain sera fait. Et ça va au-delà des menaces économiques dont on parle, de délocalisation. C'est quelque chose d'anxiogène. Comment on s'en sort ? Comment on va s'en sortir ? Je pense qu'on est dans une sorte de fatigue d'un mode de civilisation. Par exemple, regardez les territoires. Évidemment, quand on fait un voyage en France, on voit ça.
des centres-villes qui sont de plus en plus artificiels, avec des petites zones piétonnières uniquement, avec des magasins de vêtements, et puis tout autour de plus en plus des zones pavillonnaires, les gens qui ne se mélangent pas, des ghettos pour riches, des ghettos pour pauvres, des ghettos pour classe moyenne. Tout ça est quelque chose qui paraît rationnel, mais qui au bout d'un moment, je pense, est assez fatigué, est assez daté. Et au bout d'un moment, les choses vont sans doute bouger. Très bien, on verra comment. Il faudra un véritable réaménagement du territoire alors. Hein. Oui. En tout cas, la ville européenne, qui était un lieu de mélange entre les fonctions et les populations, c'est ça qui est un peu malade aujourd'hui. Oui, oui. Voyage en France, donc, aux éditions du Seuil. On parle beaucoup de votre livre. Vous aurez peut-être envie de donner une suite, de retourner sur le terrain? Oui, j'aurais envie de continuer en région parisienne, peut-être de façon où j'habite, de façon peut-être plus approfondie encore, en revoyant les gens, en faisant plus une enquête. C'est un voyage. Alors, vous ne pourrez pas sacrifier votre péché mignon qui revient beaucoup dans le livre. Hein. C'est la découverte des fromages de nos terroirs. Merci Éric Dupin. C'est moi qui vous remercie. À 22h, Sonia Mabrouk et tout de suite sur LCB Assemblée Nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir. Je vous donne rendez-vous dans Tous au Vert sur Public Sénat, Tous au Vert, l'émission consacrée à l'environnement et aux citoyens qui le protègent, cet environnement dans nos régions, avant la grande finale de juin qui va récompenser la meilleure initiative éco-citoyenne. Nos 6 jeunes vont débattre ce mois-ci de 3 nouveaux projets, 3 nouvelles initiatives. Fabriquer soi-même ses produits de beauté bio, ça c'est à Paris. En Indre-et-Loire, on va découvrir un festival étonnant de la tomate. Et puis nous verrons que le chanvre peut se révéler un excellent isolant dans le bâtiment. À très bientôt donc dans Tous au Vert. Tous au Vert, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.